Donc bonjour, bon matin tout le monde. Merci Anna et Sophia de vous être joints à nous pour l'enseignement là, qu'on avait prévu faire aujourd'hui. Donc on va c'est une présentation qui a été créée par moi-même et Léane. Puis c'est ça, comme on vous a déjà parlé là, antérieurement, ce qu'on va vous enseigner en fait, ça va être justement des points, comme on avait discuté avec vous, que vous pensez qui pourraient être bénéfiques pour vous, puis pour votre période postpartum. Donc, Léane, si tu veux commencer, on peut commencer avec le soutien à l'allaitement. Mais oui. Bon, donc le soutien à l'allaitement, tu sais, à l'hôpital, on va déjà vous donner beaucoup d'informations là, sur comment vous débrouiller avec l'allaitement. Puis vous allez avoir beaucoup de support aussi des infirmières pour quoi faire. Mais déjà des petits points pertinents, là. Donc, c'est un minimum de 8 tétés à peu près par jour, là. C'est-à-dire chaque 3 heures, une fois, t'as comme un 4 heures de lousse, là. Mais chaque 3 à 4 heures. Euh, Puis pour le temps de la tétée, on essaie de le faire jusqu'à temps que le bébé soit ait l'air rassasié. Si jamais t'es un 30 minutes là, à peu près qu'on essaie de se donner au minimum, mais c'est surtout, on essaie de regarder les besoins du bébé, puis c'est jusqu'à temps que le bébé ait l'air rassasié, surtout quand on a la montée laiteuse, que je vais parler un peu plus tard, parce que la montée laiteuse, tu sais, c'est comme un peu moins enrichi comme, comme liquide que le colostrum. Ce qu'on peut voir aussi, on essaie de toujours rester à l'affût des signes d'éveil de bébé, parce que souvent dans les premiers 24 heures, le bébé va être très somnolent. Donc, ce qu'on veut, c'est d'être capable de stimuler bébé puis d'éveiller bébé chaque 3 à 4 heures à peu près. Éventuellement, plus bébé va vieillir, plus il va être réveillé, bien sûr. Mais dès qu'on peut voir, tu sais, une ouverture des yeux ou des mouvements de succion de la bouche de bébé, des mouvements des extrémités, donc bouger les bras, bouger les pieds, ou comme amener son poing à la bouche. Ça, c'est tous des signes que bébé commence à s'éveiller puis que bébé commence à ressentir des signaux de faim. À ces moments-là, quand on observe ça chez bébé, c'est des bons moments pour mettre bébé au sein. Vous allez commencer par avoir du colostrum. Le colostrum, il commence à être produit à peu près à 21 semaines de grossesse, là. Puis après l'accouchement, généralement autour de comme une semaine postpartum, c'est plus ou moins, là, ça dépend d'une personne à l'autre, on a la montée laiteuse. Le colostrum, c'est très, très riche comme liquide, c'est très, très bon pour bébé. Ça lui permet de comme d'avoir ses vitamines et minéraux dès le début. Puis éventuellement, la montée laiteuse, ça, c'est du lait qui est beaucoup moins concentré, puis beaucoup moins enrichi, qui est tout aussi bon pour bébé cependant, là. Ça va être très liquide. Le colostrum, c'est seulement quelques gouttes très, très épaisses, là. On compare ça un peu comme de la crème et du lait, là. La montée laiteuse, c'est là que vous allez avoir les seins très engorgés. Éventuellement, quand vous allez avoir votre montée laiteuse avec les seins très, très engorgés, ça peut être douloureux. Ce qu'on peut conseiller, c'est d'appliquer des feuilles de chou. Donc, le légume, là, un chou, ça a comme la forme du sein. Donc, on peut mettre des feuilles de chou qui sont froides. Ça peut aider à comme détendre un peu l'engorgement puis la douleur que les seins peuvent avoir causée par trop de lait. Ou sinon, d'appliquer de la glace sur les seins. C'est important de l'appliquer sur les seins et non sur le mamelon en tant que tel, OK? Puis de faire ça après la tétée, pas avant, parce que sinon, ça peut venir créer des engorgements. C'est très conseillé aussi de venir masser le sein, OK? Comment qu'on veut masser le sein? C'est qu'on veut faire un petit point et vraiment juste venir pousser sur le sein. Euh, on veut pas venir peser vraiment fort, OK? Le but, c'est pas que vous vous fassiez mal, mais c'est de créer comme un petit flot, puis de venir décongestionner quelque chose, OK? Dans la douche, ça peut aussi être pertinent parce qu'il fait chaud dans la douche, donc comme vider un peu le sein là, dans la douche. Quelques complications que vous pouvez avoir avec votre montée laiteuse, c'est des engorgements. Comme justement, un engorgement, c'est une accumulation de lait au niveau des alvéoles. Puis ça, c'est causé par une pression. Fait que si, je sais pas, vous tenez votre sein d'une certaine façon durant l'allaitement, puis là, ça fait en sorte qu'il y a comme un blocage. Puis là, ça crée un engorgement. Donc, c'est pour ça qu'on conseille de venir masser beaucoup, OK, pour venir créer du mouvement dans le sein. Une mastite, ça serait comme plus
une infection. OK? C'est une inflammation, puis c'est causé par une infection ou non, là, dépendamment de la situation. Mais c'est quand le sein vraiment, on le voit qu'il y en a un des deux qui est beaucoup plus enflé. Vous pouvez avoir de la fièvre, pardon. Ça peut être rouge. Fait que juste rester à l'affût de comme quelques signes de complications, là, soit de l'engorgement ou de mastite. Puis pour prévenir ça, on conseille vraiment de venir masser. OK? Euh, pour l'allaitement, il y a plusieurs positions qui existent. On va vous les montrer. Puis encore une fois, à l'accouchement, on va toutes vous les montrer aussi, là. Ici, j'en ai mis 5. C'est comme Attends, les... excuse Oui. Léa, si jamais tu peux ouvrir ta caméra, ou en tout cas, je sais pas si ça fait juste Ah, bugger. j'ai la caméra fermée? Ouais, juste Là, es-tu fermée? là, je vois ma face dans le coin. Mais moi, on me voit pas. Non, OK. Ben, je vais en parler, puis après ça, j'allumerai ma caméra. c'est bon. Donc, on a premièrement la Madone, que ça, c'est la plus connue. Tu sais, surtout au niveau du cinéma, là, on la connaît beaucoup, celle-là, qui est pratique. Cependant, pas nécessairement la plus facile dès les débuts. OK? La Madone inversée, qui peut être un peu plus facile, parce qu'on voit ici avec la main au niveau de la tête, puis on vient vraiment tenir le sein. Ça permet d'aider à orienter le sein vers la bouche de bébé. La position football, qui est pratique surtout avec des femmes qui ont des poitrines plus euh, dominantes, parce que bébé, tu sais, vient plus s'accrocher plus facilement. Incliné, ça, c'est souvent directement après avoir accouché que ça va être conseillé, là, dans les premiers 2 heures que vous pouvez faire ça. Puis coucher, ça aussi avec les poitrines plus dominantes, ou sinon juste, tu sais, je sais pas, vous avez des inconforts au niveau de votre périnée, si vous avez des hémorroïdes ou quoi que ce soit, c'est pratique aussi d'être couché sur le côté, ça peut être plus confortable pour vous. Coucher, c'est sûr que elle, c'est moins pratique en public, là, mettons, là, mais je vais essayer de. OK. Non, j'ai arrêté le partage. Est-ce qu'on me voit, là? Non, ah oui, maintenant oui. OK. Donc, je vais montrer les positions vite fait, là. J'aime ça tout. J'ai un faux sein. Euh, fait que, tu sais, comment est-ce qu'on peut installer bébé la première en Madone? Je pense que ça va être compliqué avec ma caméra. Je vais pencher encore plus, je m'excuse. En Madone, c'est que bébé, on va le tenir avec le pli du coude. Donc, ça peut être ici. Puis c'est quasiment comme si on le tenait à un seul bras. OK. C'est facile avec les petits bébés, comme ça. On peut venir avec la main opposée, venir prendre le sein. Cependant, c'est pas très confortable. T'sais. Si on veut venir prendre le sein, c'est là qu'on conseille la Madone inversée. C'est-à-dire que on vient tenir bébé au complet comme ça, puis avec la main ici sur la tête. Et là, on vient tenir le sein pour l'orienter dans la bouche de bébé. OK? Euh, avec la main, on essaie de faire un C ou un U, dépendamment de la position, OK? Pour venir comprimer le sein. Euh, Cependant, ne pas le faire tout le temps. OK? On peut le faire au début, mais après ça, on lâche le sein parce qu'on ne veut pas avoir cette position-là lors de la montée laiteuse. C'est ça, justement, qui pourrait créer des engorgements, OK? Ou des blocages de canaux lactifères. Fait que c'est juste d'aider à positionner bébé, puis après ça, on peut enlever la main. La position football, qui se fait comme ça. Donc, on a bébé sur un bras, puis là, il vient face au sein, comme si on tenait plus comme un ballon de rugby, comme ça. Et finalement, coucher. Fait que c'est soit avec bébé ici, comme ça, soit que nous, on est couché sur le côté et que bébé est couché face à nous. Et bébé s'accroche. C'est vraiment. Je pense que c'est plus facile de le comprendre avec les photos que j'avais mises, là. Mais voilà, là, je vais juste repartager mon écran. Est-ce qu'on me voit maintenant? Ah, bon. Oui. OK, c'est curieux. Je sais pas. Puis si je tasse ça, est-ce qu'on me voit?
Non, je pense que c'est quand tu tasses ça que ta caméra s'en va. Mhm. Ouais, là, Plombeau. ouais. Tu peux le Bon, laisser. ok, je vais le laisser de même. Donc, c'est ça pour les positions. Encore, essayez-les tous, toutes. Euh, c'est du essai-erreur, vraiment, dans les premiers débuts. Bébé va être très indécis, il va pas trop savoir. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Puis des fois, il va aimer, puis il va plus aimer après. C'est vraiment beaucoup d'essais-erreurs. Donc, essayez de rotater entre toutes ces positions-là. Essayez de vous familiariser avec ces positions-là pour que ça devienne plus facile en temps et lieu. Euh, donc, des petits rappels pour l'allaitement maternel. Donc, on essaie que bébé ait tout le temps un alignement oreille, épaule et hanche. Donc, si je reviens, on voit que bébé est toujours aligné oreille, épaule et hanche. Oreille, épaule et hanche. Oreille, épaule et hanche. Bébé doit toujours être face au sein. Donc, quand on mange, on regarde ce qu'on mange. Son petit nez doit être dégagé. On ne veut pas non plus créer une petite pression sur le sein pour dégager le nez parce que ça pourrait créer des blocages ou des engorgements. Mais on veut s'assurer de regarder que bébé a le nez dégagé et que son menton touche le sein. Donc, si son menton touche le sein, son nez est dégagé. Okay? On soutient le sein avec la main en C ou en U. Euh, le mamelon pointe dans le palais du bébé. Donc, c'est avec la stimulation du palais que bébé va être capable d'avoir son réflexe de succion. Donc, on s'assure que le mamelon est quand même bien dans la bouche de bébé. Bébé doit prendre une grande partie de l'aréole parce que si bébé prend seulement le bout du mamelon, il va juste mastiquer ça et vous allez avoir des blessures. Les lèvres sont repliées vers l'extérieur. Donc, on veut que bébé fasse comme une petite bouche. Ou est-ce qu'on voit que ses lèvres sont repliées vers l'extérieur parce qu'on veut pas qu'il vienne sucer sa lèvre inférieure. Et on apporte bébé au sein et non le sein qui vient vers bébé parce que sinon vous allez vous blesser. C'est important de vous assurer que vous êtes dans une position confortable quand vous mettez bébé au sein parce que sinon vous allez vous faire des blessures. À l'inverse, au biberon, c'est sûr que c'est vraiment l'allaitement maternel qui est priorisé. Cependant, si vous décidez de prendre le biberon, c'est correct. Mais il y a aussi des choses à voir. Donc, pour réchauffer le biberon, parce que ça se garde au frigo, si on veut réchauffer le biberon, c'est qu'on fait le biberon, la formule, puis on le trempe dans de l'eau chaude. On ne met pas directement le biberon au micro-ondes. OK? Euh, on fait toujours le roux, très important, parce qu'il y a beaucoup plus d'air dans le biberon que dans le sein. Donc, on fait le roux au milieu du boire et à la fin du boire. Jusqu'à 4 mois, on essaie de diminuer, ben, pas de diminuer, mais on ne donne pas de formule en poudre. On prend de la formule déjà préparée, qui se vend en pharmacie aussi. C'est juste à côté, là, tout simplement. Puis, on prend parce que ça diminue les risques de contamination. C'est vraiment priorisé pour les premiers 4 mois. Après, vous pouvez passer par des formules en poudre si vous le voulez. Euh, si vous prenez des formules en poudre, le lait reconstitué, voyons, on peut le garder 24 heures au frigo. On garde bébé dans une position inclinée, donc on veut quasiment qu'il soit assis là, pour être sûr que ça passe bien. Puis on s'assure de vraiment verser la bouteille quasiment à l'envers pour s'assurer que la tétine elle soit remplie de lait. Parce que si la tétine est comme à moitié euh, de lait puis à moitié d'air, bébé va avaler énormément d'air. C'est à peu près ça pour les deux, l'allaitement maternel et le biberon. Euh, Maintenant, on peut parler des règles de sommeil sécuritaire. Je vais aller. Ah, attendez, non, j'ai pas terminé finalement. J'ai écrit en bas Association québécoise des consultantes en lactation diplômées de l'IBLCE. C'est une association auquel vous avez accès. On va en parler un peu plus tard, mais c'est quand même pertinent là, de juste l'avoir ici pour l'allaitement si jamais vous avez besoin d'aide. Donc, comme je dis, vous allez avoir du support et de l'aide à l'hôpital, puis en CLSC par la suite. Mais c'est pertinent de savoir qu'il y a cette association-là qui existe pour l'aide. Là, je peux te laisser, Émilie, pour le sommeil sécuritaire du nourrisson. Génial, merci. Donc, en ce qui concerne le sommeil sécuritaire, je sais que dépendamment de toutes les différentes cultures, tout le monde va avoir des différentes méthodes, puis aussi à force de connaître le bébé,
venant de la maman, de la grand-maman qui vont avoir des trucs pour que le bébé dorme plus facilement. Mais c'est quand même super important de mentionner justement les règles de sommeil sécuritaire parce que les différentes méthodes pour endormir le bébé puis pour ben justement là pour que celui-ci dorme plus rapidement puis qu'il fasse ses nuits plus rapidement aussi ben ça peut quand même être très dangereux puis ça peut mener même à la mort subite du nourrisson là. Donc c'est pour ça que c'est super important quand même de revenir sur ces règles-là. Donc premièrement il faut que bébé dorme sur le dos. Donc c'est super important que celui-ci dorme pas sur le ventre. Je sais que des fois les bébés peuvent s'endormir plus facilement puis ça peut être un petit peu plus facile de faire ses nuits comme ça, mais comme je dis, ça peut être aussi super dangereux, donc c'est super important de garder le bébé là, sur le dos. Ensuite, c'est important aussi d'éviter le cododo. Si vous voulez que le bébé dorme dans la même chambre que vous, ben là, vous pouvez amener le, le berceau dans votre chambre, mais juste pas faire dormir le bébé dans votre lit avec vous. C'est sûr que là, d'un, s'il y a un adulte ou deux adultes, ben, ça peut être super dangereux. Puis, avec toutes les couvertures, les oreillers, tout ça, le bébé peut avoir des risques de, de s'étouffer ou même de mourir là, dans son sommeil. Ensuite, c'est important d'avoir un matelas ferme. Donc, encore une fois, je sais que dépendamment des différentes croyances, des différentes cultures, des fois, on va mettre le bébé dans un hamac, des fois, on va le mettre sur un oreiller pour que ce soit plus confortable, mais non, c'est super important de le garder sur un matelas ferme pour, pour augmenter la sécurité, là. Ensuite, éviter la ribambelle de toutou. Ben, ça va un peu dans le même sens qu'on veut pas, si on veut pas que le bébé dorme dans votre lit avec vous, ou ben, au moins que c'est pas recommandé. S'il y a 1 million de toutous dans son berceau, c'est pas mieux non plus, là. Donc, on veut pas que les toutous, justement, tombent sur son visage. Le bébé peut ne pas nécessairement avoir le réflexe de se tasser pour être capable de mieux respirer. Fait que tout ça, c'est pour ça qu'on veut éviter là, d'avoir autant de toutous dans le berceau. Les toutous, c'est à l'extérieur quand il est réveillé et qu'il peut jouer avec. Ensuite, on veut éviter de surcouvrir l'enfant. Premièrement, on veut pas que le bébé ait trop chaud, ce qui vient avec le point en dessous. Là, on veut maintenir une température de 18 à 21. Of course, ça vient avec le jugement. Euh, Fait que quand on dit qu'on veut pas que le bébé ait trop chaud, si par exemple, toi, tu es dans ta maison, tu es en t-shirt puis tu te sens bien, ben pour le bébé, il va falloir lui rajouter une couverture. Donc, si par exemple, tu es dans la maison puis que toi, tu as déjà une couverture puis tu te sens bien, ben d'abord le bébé, lui, il va en avoir deux. Donc, on veut pas non plus donner 4-5 couvertures à le bébé parce que ben, lui aussi, il va avoir trop chaud. Puis, ben, c'est pas bon. De un, c'est pas bon, puis de deux, c'est inconfortable. Nous aussi, quand on dort puis qu'on a trop chaud, ben, c'est inconfortable. On se réveille, on enlève les couvertures, mais le bébé ne peut pas nécessairement faire ça. Donc, premièrement, on veut pas qu'il ait trop chaud. Et ensuite, si on surcouvre l'enfant aussi, puis que, par exemple, il a chaud, il bouge, ou que juste on surcouvre l'enfant, il y a des risques que, encore une fois, les couvertures aillent sur son visage, puis ensuite, ça peut bloquer, ça peut enfreindre sa respiration, là. Fait que c'est pour ça que c'est super important de maintenir une température normale. Je pense que ça fait le tour. Excellent. On parlait de bébé, maintenant on va parler de la prévention de la détresse psychologique en postpartum. Vous avez peut-être déjà entendu parler du baby blues. OK? Le baby blues, c'est normal, tout simplement. Donc, c'est une période très passagère de déprime qui arrive soit quelques heures à quelques jours après la naissance de bébé. À cause que durant l'accouchement, vous avez eu, durant la grossesse, tout simplement, vous avez eu tellement de gros changements d'hormones, puis des gros up and down, des gros hauts et bas d'hormones, que quelques jours après l'accouchement, vous pouvez sentir une période de déprime. Le baby blues, que ça s'appelle. Le baby blues va durer de quelques jours à 2 semaines maximum. Très important d'avoir ce petit 2 semaines maximum-là en tête. Parce que si ça dure plus que 2 semaines, ça rentre dans la catégorie de dépression postpartum. Une dépression postpartum, ce n'est pas normal. Le baby blues, c'est normal. Une dépression postpartum, ce n'est pas normal. Il faut consulter. OK? C'est important de prendre soin de vous là-dedans.
puis d'être alerte avec vos signaux à vous. D'accord? Donc, si pendant plus que 2 semaines, vous sentez cette déprime, consultez, puis allez chercher de l'aide pour ça. D'accord? On va vous présenter des ressources là, disponibles, mais utilisez ces ressources-là si ça dure plus que 2 semaines. Comme je l'ai dit, c'est causé par les hormones. Vous allez être fatigué aussi parce qu'il y a de la nouveauté dans la vie. Vous pouvez être souffrante parce que vous avez eu un enfant qui est sorti de votre corps. Puis vous avez tellement été heureuse lors de l'accouchement que là, vous avez comme une petite phase de bas, de comme, ah, maintenant je retourne dans ma vie régulière. Ça peut se manifester avec des sauts d'humeur, de l'anxiété, de la déception, de la tristesse, de l'irritabilité, un manque de confiance en soi, de se dire je suis pas capable de subvenir aux besoins de bébé, par exemple. Si jamais ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est se reposer, être en confiance avec soi-même, avoir un bon réseau de soutien, demander de l'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide, ce n'est pas gênant. OK? J'aimerais ça qu'on enlève ce mythe-là de comme une maman, ça sait tout faire, c'est capable de tout faire. C'est normal, puis c'est correct de des fois se sentir dépaysé, puis de des fois ne plus savoir où aller. Là. Demandez de l'aide. Partagez vos sentiments. Prendre du temps seul pour soi, pour s'écouter. Se mettre en peau à peau avec bébé, ça aussi, ça peut permettre de rebalancer les hormones. Puis se permettre de pleurer aussi. Ne pas penser que vous êtes trop forte pour pleurer, puis que vous n'avez pas besoin de ça. Des fois, ça fait du bien de pleurer un peu. Là. Mais encore une fois, restez à l'affût du 2 semaines maximum. Euh, Là, on a parlé de justement le 2 semaines maximum. Si d'autres signaux d'alerte qui peuvent être pertinents à savoir pour la nouvelle maman. Suite à l'accouchement, on ne veut pas que vous remplissiez plus d'une serviette hygiénique à l'heure. On veut en moyenne changer la serviette hygiénique chaque 3 heures. Si elle est pleine chaque 3 heures, c'est correct. Il y a des choses qui arrivent. On ne veut pas qu'elle soit remplie chaque heure. Puis, changez-la chaque 3 heures quand même, juste à titre de comme changement, puis d'hygiène. Puis... Mais si vous remplissez une serviette hygiénique pour plus, voyons, une serviette hygiénique à l'heure, c'est beaucoup trop. Si vous avez des caillots de plus de 4 cm, pourquoi les caillots, c'est normal? Tout simplement parce que vous allez être assis, vous allez avoir des saignements, puis là, en vous levant, vous allez avoir des caillots qui vont sortir. Parce que vous étiez assise, puis là, le sang est comme coagulé. Puis en vous levant, il va tomber. Cependant, ces caillots-là, pourquoi on ne veut pas qu'ils soient plus que 4 cm? C'est pour s'assurer que ce ne soit pas des parties de placenta. OK? Donc, c'est normal les petits caillots, mais plus ils deviennent gros, plus c'est des risques que ce soit du placenta. Si jamais vous avez présence de ces caillots-là, manifestez-les aux infirmières. Ils vont venir les évaluer. Puis si vous êtes à la maison, appelez à l'hôpital pour confirmer avec eux. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aussi les passer sous l'eau. En passant le caillot sous l'eau, on peut voir s'il se dissout, c'est que c'était du sang coagulé. S'il ne se dissout pas, c'est que c'est peut-être un bout de placenta. De la douleur non soulagée par les analgésiques. Donc, si avec les Tylenol, avec la naproxène, avec l'Indocide, ça ne fonctionne pas, vous allez des fois peut-être avoir de la morphine de prescrit. Si vous n'êtes toujours pas soulagé par la douleur avec les analgésiques, c'est qu'il y a quelque chose de plus à évaluer. Donc, manifestez-le si jamais vous avez des douleurs non soulagées. Si vous faites la fièvre, donc une température de plus de 38 degrés pour plus de 24 heures, malgré la prise de Tylenol d'acétaminophène, consultez, c'est que peut-être qu'il y a une infection. Si vous avez de la douleur, rougeur, chaleur ou de l'œdème, c'est-à-dire de l'enflure au niveau d'une de vos jambes, ça peut être un signe de thrombose. OK? Donc, si jamais vous remarquez ces symptômes-là au niveau d'une de vos jambes, c'est parce que vous êtes assise pendant trop longtemps, puis que là, il y a comme un petit caillot qui s'est laissé infiltrer dans une de vos jambes. OK? Consulter, c'est une situation urgente, d'accord? Il faut le retirer. Si vous commencez à avoir des maux de tête, donc des céphalées, la vision trouble, des douleurs épigastriques, donc simplement mal au ventre, OK? Subitement, puis qui reste pendant 1 heure à peu près, 1 à 2 heures. Ça, ce sont des signes de
préclampsie. D'accord? Donc, restez à l'affût de ces symptômes-là, autant avant l'accouchement qu'après l'accouchement qui peuvent apparaître. Si vous avez eu une césarienne, restez à l'affût des signes d'infection de la plaie de la césarienne. OK? Donc, si c'est enflé, si c'est rouge, s'il y a du pus qui coule, si vous faites la fièvre. Important, si vous avez une plaie de césarienne, de venir la nettoyer. On va vous montrer comment à l'hôpital, là, ça c'est sûr. Avec du savon et de l'eau, tout simplement. On ne vient pas frotter sur la plaie, mais venir tapoter. OK? C'est important de venir nettoyer parce que si on ne nettoie pas, ça peut créer une infection. Le baby blues pendant plus de 2 semaines, comme j'en ai parlé plus tôt, ou les seins engorgés et rouges pour 12 à 24 heures à peu près, accompagné de fièvre. Comme parlé plus tôt, là, ça serait une mastite causée par une infection. Au niveau de bébé, des signaux d'alerte. Donc, une température rectale supérieure à 38,1 pour 12 à 24 heures. Pourquoi le 12 à 24 heures? C'est que si bébé est en peau à peau depuis 4 heures avec 2 couvertures, ça se peut qu'il fasse 38,1. Et c'est normal, c'est à cause qu'il y a eu chaud parce qu'il était en peau à peau. Cependant, si bébé est tout seul et avec une seule couverture, puis qu'il est à 38,4 pour 12 à 24 heures, ça, ce sont des signes que bébé fait de la fièvre. On n'oublie pas, on ne donne pas de Tylenol à un nouveau-né, d'accord? Euh, Sauf sous prescription. Donc, consultez si bébé fait de la fièvre. Température rectale 38,1 pour plus de 12 à 24 heures. Si bébé a des signes d'ictère ou de jaunisse, on va vous en parler plus en détail à l'hôpital encore une fois. Mais si vous remarquez que bébé mange moins, que bébé fait moins pipi caca, que bébé a le teint qui commence à être plus jaunâtre, surtout dans le blanc des yeux que ça paraît beaucoup, ça, ce sont des signes d'ictère. On consulte pour ça aussi. Au niveau du cordon ombilical, on va vous apprendre à l'hôpital comment garder une hygiène du cordon ombilical. Si on ne vous la montre pas, demandez-la. On garde un œil sur les signes d'infection du cordon. Donc, c'est les mêmes signes que n'importe quelle infection. Donc, si c'est inflammé, si c'est rouge, s'il y a du pus, on consulte. Un écoulement jaunâtre ou verdâtre au niveau des yeux, ça pourrait être un signe d'infection. Hey, on est revenu. Désolé pour ça. On paye pas pour le Zoom, fait que on s'est fait couper, là. Mais Léane, je pense que tu étais rendue au signe de jaunisse et ah non, à l'infection du cordon. Fait que bref, tu peux continuer où est-ce que tu étais rendue. Oui. Donc, c'est ça. Non, j'ai parlé aussi de l'écoulement jaunâtre ou verdâtre au niveau des yeux, là. C'est pas que bébé a des petites croûtes dans les yeux, là, comme nous, on en a toutes. Mais de vraiment observer si c'est plus verdâtre, là, ça va être plus fragrant. Si bébé vomit en jet. Donc, si bébé a des petits régurgits après les boire, c'est correct, c'est normal. Cependant, si bébé a des gros vomissements en jet, ce n'est pas normal, c'est aussi une raison pour consulter. On peut regarder au niveau de la respiration de bébé aussi, si bébé a l'air d'avoir de la difficulté à respirer. On peut entendre des petits sifflements. Donc, si bébé siffle quasiment, là, ça va faire un... Ça, c'est pas des bons signes de respiration. Donc, ça s'appelle des plaintes respiratoires. Ça aussi, ce sont des signaux d'alerte qu'il faut consulter. On reste euh, à l'affût de l'élimination urinaire et intestinale de bébé, donc le pipi et le caca. On veut à peu près un pipi par jour de vie, c'est-à-dire jusqu'à temps que bébé ait 6 jours de vie, c'est un pipi par jour de vie. Puis à 6 jours de vie, c'est 6 pipis pour toujours. C'est une moyenne. Si bébé fait 5 pipis un jour, ce n'est pas grave. C'est juste pour se donner une petite idée. Pour l'élimination intestinale, c'est beaucoup plus... euh, c'est très, très... Il y en a beaucoup, ça pour dire que c'est ça que le mot que je cherche. Je sais pas qu'est-ce que je cherche comme mot, mais bébé va être très productif, c'est ça que je cherchais. Il va avoir beaucoup, beaucoup de caca, c'est normal. Cependant, si on voit une journée que bébé a vraiment moins de sel, c'est des choses qui arrivent. Mais si bébé ne fait plus de sel, puis que c'est des sels très, très difficiles et très durs, ce n'est pas bon signe. Finalement, si bébé est plus léthargique ou irritable, donc si bébé semble juste moche, pas comme à l'habitude, si il vous semble un peu différent, ce sont des signaux d'alerte aussi. Bien sûr, une journée, c'est des choses qui arrivent, mais si pendant une longue période de temps, bébé semble différent, ce n'est pas normal. Émilie?
Mon micro. OK. Donc, en ce qui concerne les ressources disponibles, je trouvais que, ben, comme on en avait parlé aussi, tout le monde ensemble, là, de ce qu'on a réalisé, c'est que vous ne savez pas nécessairement c'est quoi les ressources qui vous sont disponibles en période postpartum. Puis c'est pour ça qu'on trouvait ça quand même pertinent là, d'en parler dans cette présentation-là afin que vous puissiez aller demander de l'aide, là. Comme Léane a dit, c'est pas une honte d'aller demander de l'aide. En fait, c'est même vraiment recommandé lorsque c'est nécessaire. Fait que c'est pertinent aussi là, de justement savoir, pardon, un auto qui passe, de savoir ben, où aller chercher cette aide-là. Donc, premièrement, il va y avoir un suivi au CLSC 24 à 72 heures après le congé. Le CLSC va déjà être avisé lorsque vous sortez de l'hôpital. Puis, ben, ils vont venir justement, ils vont organiser une visite à domicile afin de s'assurer que tout se passe bien, là. S'il n'y a pas justement de signaux d'alerte ou de signes cliniques importants. Si jamais lors de cette visite-là, il y a un signal d'alerte ou il y a quoi que ce soit, vous avez de la misère avec l'allaitement, n'importe quoi, ben, vous avez jusqu'à une semaine pour retourner à l'hôpital. Donc, le CLSC peut contacter aussi l'hôpital, puis peut vous aider là, avec le processus pour justement vous ramener si vous avez des craintes ou des problèmes ou n'importe quoi, là. Ensuite, il y a un suivi médical 6 semaines pour la maman. Ben après, OK, un suivi médical 6 semaines après l'accouchement pour la maman. Pour ça, c'est important de prendre un rendez-vous. Donc, en fait, ça fonctionne exactement de la même manière que vos suivis lors de la grossesse, là. Donc, vous contactez la gynécologue ou le gynécologue qui vous a suivi là, tout le long de la grossesse. Puis, vous prenez ce rendez-vous-là environ 6 semaines après l'accouchement pour la maman pour, encore une fois, là, pour s'assurer que physiquement que tout va bien, mais aussi que mentalement que tout se passe bien. Ensuite, on a un suivi médical 2 semaines après l'accouchement pour le bébé. 2 semaines, c'est plus ou moins, là, si vous dépassez un petit peu, c'est pas la fin du monde non plus. Mais encore une fois, pour le bébé, il faut prendre un rendez-vous. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous au CLSC. Puis si jamais vous avez de la misère à prendre un rendez-vous au CLSC de votre quartier, ben vous pouvez toujours appeler le 811 que eux peuvent vous aider là, à prendre un rendez-vous par la suite au CLSC. On peut aussi utiliser le mieux vivre jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc, le mieux vivre, oui, voyons, j'ai bien de la misère. Le mieux vivre, c'est c'est le gros livre que généralement les mamans vont avoir même avant l'accouchement, là, parce que ça couvre justement du début de la grossesse jusqu'à 2 ans de l'âge du bébé. Donc, à l'intérieur du mieux vivre, vous avez vraiment mais toute l'information nécessaire, tous les signes cliniques, tous les signes d'alerte qu'il faudrait savoir, toutes les techniques d'allaitement. Il y a vraiment toute l'information nécessaire euh, jusqu'à l'âge de 2 ans du nouveau-né. Donc, c'est super pertinent de l'utiliser le mieux vivre. Et aussi, dans le mieux vivre, si je ne me trompe pas, c'est à la page 812 que j'avais noté. Vous avez une liste de toutes les ressources qui vous sont offertes. Donc, il va y avoir des ressources téléphoniques comme SOS grossesse ou le centre antipoison. Tous ces numéros-là vont être dans le mieux vivre. Il y a aussi des références pour des groupes de soutien, des associations, des organisations. Donc, comme Léane avait parlé lors de la section de l'allaitement, par exemple, ce groupe-là se retrouve dans le mieux vivre aussi. Euh, Fait que c'est super pertinent de l'avoir, ce livre-là, parce que non seulement il y a toutes les informations, mais il y a aussi justement toutes les ressources qui vous sont accessibles. Puis si jamais vous ne l'avez pas encore physiquement, vous pouvez toujours le downloader en PDF gratuitement en français et en anglais. Donc, c'est super pratique. Je vous recommande vraiment fortement de l'avoir si vous ne l'avez pas déjà en votre possession. Ensuite, vous pouvez aussi appeler le 811 en cas de doute. Donc, tous les signes d'alerte que Léane a parlé, si jamais, c'est sûr que si, par exemple, vous avez de la difficulté avec votre allaitement, c'est pas le 811 qui serait à appeler. Ça serait plus vraiment de contacter une association de lactation qui pourrait là, plus vous assister dans ça. Mais si jamais il y a des signes d'alerte, que le bébé ne se sent pas bien, il fait de la fièvre ou que la maman
je sais pas, de la douleur, des fortes douleurs qui diminuent pas avec les analgésiques, là, n'importe quoi, vous pouvez appeler le 811. Puis eux, ils vont pouvoir vous rediriger là, si c'est à l'urgence que vous devez aller ou si c'est à l'hôpital ou si c'est juste prendre un rendez-vous, aller consulter au CLSC, n'importe quoi, ils peuvent vous rediriger. Et ça peut aussi calmer un peu là, votre stress si jamais il y en a. C'est sûr que là, s'il y a une urgence, c'est pas le 811 à appeler, c'est le 911. Mais, euh, mais oui, voilà. Je pense que ça fait le tour. Je sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter, Léane. Non, c'est pas mal ça. Je pense qu'on peut faire une petite round de questions pour voir si vous avez bien écouté, mesdames. Donc, tu sais, à vous de décider si vous voulez répondre ou pas. Là. On peut poser des petites questions, voir pour permettre la réflexion. Tu sais, on va commencer par le début, mettons, là, mais êtes-vous, y a quelqu'un qui est capable de me nommer, mettons, deux signes de détresse postnatale là, ou de baby blues, là, comme j'en avais parlé? Oui, c'est moi. Oui. Si je me sens triste ou irritable pour plus que 2 semaines, oui. Oui, 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 exactement. Fait que le plus que 2 semaines, ça rentre, mettons, dans la détresse, c'est-à-dire la dépression postpartum. Puis avant le 2 semaines, c'est le baby blues. Excellent. Excellent. Euh, Parfait. Ensuite, est-ce il y a quelqu'un qui aimerait parler ou nous montrer une position d'allaitement? Oh non, désolée, mais je n'ai pas une caméra. Ah, bah, il n'y a pas de problème. Mais non, il n'y a aucun problème. Ben, tant qu'à faire, tu sais, vous êtes là, mais êtes-vous capable de nommer trois règles sécuritaires pour bébé qui dort? Trois façons que bébé peut dormir de façon sécuritaire. Oui, bien sûr. Je pense que la plus sécuritaire, c'est sur le dos. Ouais. Pas de couverture serrée et Mhm. pas des objets qui peuvent étouffer le bébé. Excellent. C'est parfait. Excellent. Puis, êtes-vous capable de nommer finalement deux ressources disponibles? On vient juste d'en parler, là, c'est récent. Là. Oui, la livre Mieux vivre sur Internet et les ressources à la fin du livre. Ouais, parfait. Excellent. Mais je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci. Parfait. Ben, c'est ça qui conclut, je pense, notre présentation. Émilie, t'avais-tu quelque chose à ajouter, cher? Non, moi, ça faisait le tour aussi. Je sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait d'autres questions ou peu importe, mais vous savez aussi qu'on est tout le temps disponible pour vous, si jamais il y a quoi que ce soit. Puis les ressources, comme on vient juste de mentionner, là, c'est super. Je pense que c'est, en tout cas, selon moi, la partie la plus importante de la présentation, là, que j'espère vraiment que vous allez au moins vous sentir un petit peu plus outillé, là. Oui, définitivement. Bon. Ben, excellent. S'il n'y a pas personne qui a des questions, on peut terminer la rencontre. Thank Oui, you. merci Oui, beaucoup. ça fait plaisir. Bye. Bye.